Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Ces détails-là, sont tout simplement scandaleux. Le président Tiani a donné 3 sortes de détails. Le nom des responsables de cet encerclement a été donné. La position géographique, avec les coordonnées géographiques des bases militaires principales de cet encerclement ont été données. La composition des troupes à l'intérieur de ces bases a été donnée. Les dates de réunion des principaux responsables de ces groupes armés mixtes combinant l'OTAN, l'Union européenne, l'armée française et les organisations terroristes, le président Tiani est allé jusqu'à les donner. Le président Tiani est allé à un deuxième point, c'est des détails sur l'armement reçu. Dans cette deuxième vidéo, le docteur Franklin Nyamsi poursuit son analyse percutante des révélations du président Abdourahmane Tiani en se concentrant sur les complicités locales et internationales qui alimentent la déstabilisation de l'Afrique. À travers des exemples précis, cette intervention met en lumière comment des élites africaines, plutôt que de défendre les intérêts de leur peuple, agissent comme des relais des puissances néocoloniales. Les faits dévoilés sont accablants. Bases arrières des groupes terroristes dans des pays voisins, financement obscur via le franc CFA et implication directe ou indirecte de certains gouvernements dans des stratégies géopolitiques occidentales. Le docteur Nyamsi s'appuie sur les informations détaillées fournies par le président Tiani, notamment sur les noms, les lieux et les réseaux impliqués dans ce vaste système de domination. Cette vidéo est une plongée au cœur des mécanismes complexes qui asservissent les nations africaines, mais aussi un appel à la prise de conscience collective. Car, comme le souligne l'analyse, seule une Afrique unie, lucide et déterminée pourra briser ses chaînes et reprendre le contrôle de son destin. Les détails sur l'armement. Par exemple, le président Tiani identifie une commande de 100 drones militaires chinois par le gouvernement béninois et le président Tiani rappelle que ces drones ont été répartis au groupe armé terroriste. Il met au défi le ministre de l'Intérieur du Bénin de venir répondre. Il met au défi l'ancien ministre de la Défense. Je crois que c'est de la Défense du Nigeria. Non, l'ancien directeur de la sécurité extérieure du Nigeria. Directeur des renseignements généraux du Nigeria, de venir répondre. Il met au défi les dirigeants ivoiriens actuels, Ouattara Draman et sa bande, de venir répondre des dates de réunion et des opérations de formation de groupes terroristes dans les bases ivoiriennes, notamment la base du 43e Bima. Les détails donnés par le président Tiani sont d'une précision qui te dresse tous les poils du corps. Le président Tiani va plus loin dans une autre précision, c'est la question du financement. Le financement des groupes terroristes. C'est incroyable. Le financement des groupes terroristes, nous dit le président Tiani, est facile parce qu'il suffit d'injecter de la monnaie CFA qui n'est pas sous le contrôle des Africains. Le président Tiani nous dit que le franc CFA, c'est pas le franc de la communauté francophone africaine, non. C'est le franc CFRA. C'est le franc de la communauté française. C'est le franc de la communauté française. Donc c'est le franc CFRA. Et il nous dit, le franc est fabriqué en France. Il est injecté dans tous les pays africains. Nos amis sur le site, sur la page YouTube Université Libre l'Afrique des Libertés sont fortement menacés parce qu'on a un problème de partage. S'il vous plaît, faites un effort de partage sur toutes les plateformes. Un plus grand effort de partage parce qu'on nous attaque, on nous attaque, on nous attaque. Je ne fais pourtant que récapituler le grand enseignement du président Tiani. Je ne fais rien d'extraordinaire, si ce n'est appliquer cette règle qui dit que le rappel sauve l'âme. Ce que le président Tiani nous a appris là, je récapitule pour que tout le monde comprenne. Alors, on fabrique du franc CFA vide. On fabrique du franc CFA vide et qu'est-ce qu'on fait? On l'injecte dans les groupes terroristes. Les groupes terroristes font leur course où? Mais en Afrique.
Ils font leurs courses en Afrique. Ils achètent des terrains, ils achètent des immeubles, ils achètent des voitures, ils achètent tout ce qui leur permet de vivre correctement en Afrique. N'est-ce pas? Alors les Africains, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leur richesse réelle en échange. Ils donnent leur richesse réelle en échange de cet argent qui a été fabriqué par la planche à billets de Chamalières. Donc en fait, ce sont les Africains qui créent la richesse du franc CFA, même si ce n'est pas eux qui en profitent. Le président Tiani nous apprend ainsi qu'en fait, on pourrait dire que le terrorisme est financé en Afrique contre la volonté des Africains, mais avec l'argent fabriqué en France, mais l'argent crédité par les Africains. Ce sont les richesses des Africains qui donnent une valeur monétaire. Ce sont les richesses des Africains qui donnent une valeur monétaire à cet argent vide qui sort des caisses de Chamalières. C'est un mécanisme extraordinaire qui vient de nous être expliqué par le président Tiani. On a carrément fabriqué un financement du terrorisme autogéré. C'est-à-dire que les Africains donnent leur richesse en échange. Les Africains donnent leur richesse en échange d'une monnaie dont ils ne sont pas les maîtres. Les Africains donnent leur richesse en échange d'une monnaie qu'ils ne contrôlent pas. Les Africains donnent leur richesse en échange d'une monnaie qui ne leur apporte pas les principaux bénéfices. Voilà ce qui nous est révélé ici par le président nigérien. Le financement, il s'avère une crapulerie de plus. On finance la déstabilisation de l'Afrique, finalement avec les richesses africaines, en les captant à travers une monnaie. Et ça, c'est très grave. Ce qui montre la nécessité d'aller vers l'indépendance monétaire, la souveraineté monétaire. Ce n'est pas pour les Africains une question d'option. Les Africains doivent sortir du CFA. Parce qu'en fait, à travers le CFA, l'Afrique finance sa propre déstabilisation. Le CFA est une monnaie n'étant pas contrôlée par les Africains, qui est créditée par les richesses africaines. Et ce crédit que les Africains font en donnant leur richesse en échange de cette monnaie, permet à cette monnaie de récupérer de la richesse en Afrique. Et cette richesse est paradoxalement utilisée pour maintenir les Africains dans la servitude. Voilà la dialectique criminelle du CFA, qu'il faut parfaitement comprendre ici, mes chers amis. Qu'il faut parfaitement comprendre. Donc, alors, très bien. Maintenant, venons-en aux conclusions auxquelles j'aboutis dans cette affaire. Les conclusions auxquelles j'aboutis dans cette affaire. Il faut faire très attention à ceci. Il faut que nous, citoyens européens, citoyens français d'origine africaine, il faut que nous, citoyens américains, citoyens britanniques d'origine africaine, il faut que nous prenions nos responsabilités dans toutes ces parties du monde. Il faut que nous assumions nos responsabilités dans toutes ces parties du monde maintenant. Et assumer nos responsabilités dans toutes ces parties du monde, c'est faire quoi? Nous devons nous adresser au Parlement de tous les pays dans lesquels nous résidons. Si nous résidons en Grande-Bretagne, le Parlement britannique. Nous résidons en France, le Parlement français. Nous résidons aux États-Unis, le Parlement américain. Dans toutes les grandes puissances européennes, dans toute l'Union européenne, tous les parlements doivent être ameutés par les citoyens d'origine africaine. Afin que soit débattu, un débat public parlementaire au cœur de l'Union européenne, au cœur de chacun des pays de l'Union européenne, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, la question de l'implication des grandes puissances occidentales dans le soutien au terrorisme en Afrique. Nous avons la responsabilité de porter ce plaidoyer à travers des pétitions et aussi en nous adressant aux parlementaires responsables de nos circonscriptions. Moi, j'habite par exemple la Normandie. Je vais m'adresser à tous les parlementaires qui sont des députés de Normandie, en leur demandant, en tant que citoyen français résidant en Normandie, je vous demande de porter devant l'Assemblée nationale la question des graves accusations répétées du Mali, du Burkina Faso, du Niger, mais également de la documentation scientifique politique internationale qui, accuse la France d'avoir financé des groupes terroristes, d'avoir armé des groupes terroristes, d'avoir soutenu des groupes terroristes. Il faut qu'on en discute. Il faut que le gouvernement français s'explique devant le peuple français. Que le gouvernement allemand s'explique devant le peuple allemand. Que le gouvernement britannique s'explique devant le peuple britannique. Que le gouvernement américain s'explique devant le peuple américain. Tous doivent s'expliquer. Et c'est notre responsabilité de faire cela, d'obtenir cela à très court terme. Parce que on ne peut pas continuer à assister à ces révélations. On ne peut pas continuer à assister à ces dénonciations les bras croisés. Il est temps que tout ceci prenne une dimension
politique, une dimension juridique à l'intérieur des États européens. C'est ce que je voulais dire à chacune et à chacun. Pour ma part, j'ai déjà mené des initiatives de ce genre. Je m'engage à introduire auprès du Parlement européen et auprès du Parlement français une pétition dans le début de l'année prochaine, une pétition à laquelle j'appelle tous les citoyens européens, français, qui sont vraiment amis de la vérité et de la justice, à apporter leur appui, parce qu'il faut 1 million de signatures pour que la question soit d'autorité débattue, obligatoirement débattue, selon la loi française. Mais en attendant que nous ayons atteint, eh bien, que cette pétition ait atteint le million de signatures sur le site de l'Assemblée nationale française, où pour ma part je vais la rédiger, sur le site de l'Union européenne où je vais la rédiger, eh bien, j'appelle les Africaines et les Africains de France, d'Europe, de Grande-Bretagne, d'Amérique, à se faire pétitionnaire auprès des députés, des élus de leur circonscription, en leur disant, écoutez, il y a des informations très graves qui émanent de dirigeants africains à propos du rôle de l'OTAN, du rôle de l'Union européenne, du rôle de la France, dans la déstabilisation terroriste de l'Afrique. Je voudrais que vous portiez ces informations et que vous obteniez que des investigations, eh bien, contradictoires soient menées au plus haut niveau, à l'intérieur du système politique occidental. Ce n'est pas possible que depuis que le Mali a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de siéger là-dessus, silence radar, le Burkina a formulé les mêmes accusations, silence radar, le Niger est allé jusqu'au détail, le président nigérien est allé jusqu'à donner la position, il a même donné les coordonnées satellites d'un certain nombre de bases, il a donné les noms des responsables, il a donné le contenu des formations, il est même allé jusqu'à analyser un document, je ne sais comment il y a le rapport de M. Jean-Marie Bockel à son patron Emmanuel Macron. Ça fait beaucoup de choses pour lesquelles les citoyens ont droit à la vérité. Et je pense que nous devons, nous, qui sommes par ailleurs eh bien, des citoyens d'origine africaine, et citoyens en Europe, citoyens britanniques, citoyens américains, nous avons la lourde responsabilité de politiser cette affaire. Au lieu de raser les murs, au lieu de nous défausser et de regarder la télé comme tout le monde, en tant qu'Africains d'Europe, Africains du Royaume-Uni, Africains d'Amérique, nous avons une responsabilité envers le continent. Quand il y a des accusations de cette nature, le Parlement doit s'en saisir, au minimum. Et si le Parlement doit s'en saisir, ça veut dire que la justice doit s'en saisir. C'est pas normal que d'année en année, finalement, ça devienne quelque chose de banal. Et je vois que la banalisation de ces accusations a pour but, en réalité, de légitimer la continuation de la déstabilisation. Je viens de lire, par exemple, le communiqué que la CEDEAO a publié, dans lequel la CEDEAO vole au secours du Nigeria. C'est du jamais vu. Je n'avais jamais vu la CEDEAO défendre un pays contre l'accusation d'un autre. Depuis que ce pays, que la CEDEAO existe. La CEDEAO a sorti un communiqué pour dire qu'elle proteste et n'est pas d'accord que le Niger ose accuser le Nigeria d'être un suppôt, un relais du terrorisme international. Ça, jamais la CEDEAO ne va l'accepter. Mais en fait, le déni de la CEDEAO est un aveu. Est-ce que c'est le rôle de la CEDEAO de défendre un État contre un autre? Est-ce que c'est le rôle de la CEDEAO? Si, par exemple, mettons, le Nigeria se sent vraiment blessé, pourquoi il ne porte pas plainte devant la justice internationale? Pourquoi le Nigeria ne porte-t-il pas plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Elle est basée à Arusha. Pourquoi il ne porte pas plainte là-bas? Mais il y a des instances judiciaires. Pourquoi le Nigeria ne va-t-il pas devant la commission de l'Union africaine? Il y a des instances là-bas. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui est basée à Arusha est compétente. Le Nigeria peut porter plainte là-bas. Eh bien, les autorités nigériennes enverront une délégation pour démontrer que le Nigeria est en réalité un État relais du terrorisme. Pour ma part, scientifiquement, c'est pas compliqué. Le Nigeria est un État relais du terrorisme parce qu'il n'a pas tiré les conséquences du fait que le terrorisme a été installé en Afrique par l'OTAN. Le Nigeria est un État allié de l'OTAN. Bon, vous ne pouvez pas être allié de la grande alliance qui a amené le terrorisme et dire que vous n'êtes pas un État terroriste. Ça, c'est faux. Deuxième point, le Nigeria a des dirigeants corrompus, hautement corrompus. Et qui dit pays corrompu dit un pays poreux. Il combat le terrorisme depuis pratiquement 30 ans, sans succès. Le Nigeria est incapable de faire face au terrorisme. Pourquoi? Parce que l'administration nigériane est elle-même corrompue jusqu'à la moelle des os. En commençant par Tinubu. Un pays qui est corrompu de cette façon
est tout naturellement en proie à la manipulation terroriste. Ça, c'est la deuxième raison. Et puis, il y a une troisième raison. Mais tout le monde a vu le Nigeria vouloir tenter d'exécuter les ordres iniques qui avaient été formulés par le néocolonialisme français, qui avaient été formulés par les menaces de l'Union européenne contre les pays de l'Alliance d'États du Sahel. Tout le monde a bien vu cela. Le projet de guerre de la CEDEAO contre le Niger n'était-il pas porté par le Nigeria de Tinubu? Mais en vertu de quel texte de la CEDEAO le Nigeria voulait-il faire la guerre contre le Niger? Si ce n'est pas pour faire, parachever l'action des groupes terroristes. Donc voilà trois raisons pour lesquelles, pour moi, en effet, le Nigeria actuel est un État qui est un relais du terrorisme. Les dirigeants nigériens actuels sont des complices passifs, mais non moins responsables du terrorisme. Et là maintenant, on a un terrorisme. Je n'ai aucun mal. C'est une démonstration facile. Plusieurs hauts responsables nigériens ont été pris la main dans le sac, et bien d'une collusion, d'une entente, d'une complicité avec les groupes terroristes. C'est un fait. Et le président Tiani a notamment expliqué comment l'ancien patron des renseignements généraux nigériens, comme élément, l'armée nigérienne a plusieurs fois mis la main sur plusieurs chefs terroristes de grande importance et qui ont entièrement décrit leur organisation et décrit le soutien qui leur est apporté par les puissances occidentales. C'est la deuxième source. Et puis, il y a une troisième source. Le président Tiani a pris le pouvoir. Il a succédé à Mohamed Bazoum à la tête du Niger. Mais en succédant à Mohamed Bazoum, il a aussi accédé aux archives de l'État qui étaient sous le contrôle exclusif. Il a aussi accédé aux archives de l'État qui étaient sous le contrôle exclusif du système sécuritaire de Bazoum. Donc le président Tiani, maintenant à la tête de l'État du Niger, sait jusqu'à quel point Bazoum était mouillé. Et il nous dit dans cette émission, mais les intérêts des terroristes et ceux de l'État nigérien étaient les mêmes sous Bazoum. L'État nigérien sous Bazoum était un État terroriste. Voilà ce que nous dit le président Tiani. Si quelqu'un a le courage de faire l'autocritique de son propre pays de cette façon, pourquoi les Africains devraient-ils ne pas prendre au sérieux l'avertissement qu'il lance? Voilà les sources du président Tiani. Il a des sources parce qu'il a trouvé tout ce que Bazoum a fait et il a les preuves des actes de Bazoum. Deuxième source, le renseignement satellitaire. Et troisième source, le renseignement général du Niger. Et notamment, les données qui sont prises quand les terroristes sont arrêtés. Quand ils sont arrêtés au Mali, au Burkina ou au Niger, notamment les principaux chefs terroristes, ils parlent. Quand ils sont arrêtés, ils parlent. Ils décrivent leurs conditions de fonctionnement. Le Mali, le Burkina et le Niger mettent les informations en commun, recoupent et vérifient. Donc, le président Tiani ne peut pas se tenir devant nous, accuser aussi lourdement l'OTAN, l'Union européenne, la France, accuser le Nigeria, accuser le Bénin, accuser la Côte d'Ivoire de Ouattara, accuser le Ghana de Nana Akufo-Addo. Il ne peut pas se lever et les accuser alors qu'il n'a pas les éléments pour faire face à cela. Quand, par exemple, il évoque le projet de planquer les troupes françaises désormais en troupes invisibles sur le sol africain, il cite plusieurs pays dans lesquels on souhaiterait planquer des troupes françaises. Mais j'espère que vous avez noté qu'il cite des pays comme le Congo, Brazzaville, il cite la République démocratique du Congo, il cite la République démocratique du Congo, il cite le Cameroun, en disant, pour le moment, je n'ai pas la preuve que ce projet a abouti. Mais je vous dis que les informations qui me sont parvenues, c'est qu'ils ont l'intention d'installer des bases de forces spéciales dans ces pays-là. D'accord? Mais j'espère que vous avez bien écouté le président Tiani. Il a cité la Guinée. La Guinée-Conakry est une base de forces spéciales française. Au moment où on parle. Le président Tiani est le premier dirigeant ouest-africain à le dire clairement. Et les partisans du général Mamadi Doumbouya sont priés de venir nous expliquer ça ici. Ils ont juré leur grand Dieu. Et il n'y a pas de base militaire française en Guinée-Conakry. Il n'y a rien. Le président Tiani dit oui, vous avez une base d'opération spéciale française chez vous. Vous êtes de nouveau en situation de colonisation militaire. En Guinée-Conakry. Vous dites quoi? Tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Donc, personnellement, je conclus en disant que la grande initiative citoyenne que nous devons prendre, c'est de faire que ce débat éclate ici, en Occident. Ce débat doit éclater
dans l'Union européenne. Il doit éclater aux États-Unis, il doit éclater en Grande-Bretagne. La politique de ces pays-là doit intégrer une discussion. La politique de ces pays doit intégrer une discussion sur les accusations de plus en plus précises, de plus en plus nombreuses contre les grandes puissances occidentales. Ces accusations doivent entrer dans le débat citoyen. C'est trop facile que l'Afrique exhibe en permanence de nouvelles preuves et que le monde se voile les yeux. Voilà le premier sujet que je voulais aborder ici. Cette deuxième partie de l'analyse conclut sur une vision claire et alarmante. La déstabilisation de l'Afrique n'est pas seulement le résultat de forces extérieures, mais aussi de complicités internes, où certaines élites locales jouent un rôle actif dans l'exploitation des peuples africains. Le docteur Niamsi montre, à travers les données précises du président Tiani, comment ces alliances servent à maintenir le continent sous domination. Ces mécanismes sont profondément enracinés. Le franc CFA, utilisé comme outil de financement indirect du terrorisme, les bases militaires occultes et le soutien logistique à des groupes armés. Ces révélations nous rappellent que la lutte pour l'indépendance n'est pas seulement une question de souveraineté territoriale, mais aussi un combat contre une mentalité aliénée. En conclusion, le docteur Niamsi appelle à un sursaut collectif. Citoyens, leaders politiques et intellectuels africains doivent s'unir pour démanteler ces structures oppressives. Ce combat, vital pour l'avenir, commence par la connaissance et la mobilisation. L'Afrique a tout à gagner si elle ose affronter ses vérités et agir pour transformer son destin.